Et rebonjour pour moi, on s'est déjà vu tout à l'heure. Donc aujourd'hui, on va se retrouver pour parler d'un sujet majeur qu'on retrouve chez les jeunes avec le décrochage scolaire. Donc là, je suis en compagnie de Lorenzo Bonjour, bonjour à tous. C'est cette caméra, je crois, et ou cette d'Olivier caméra? Payot, directeur de la mission locale, que je vais du coup se laisser se présenter plus précisément, ainsi que votre rôle dans la mission locale. Ok, merci. Bonjour, Olivier Payot. Donc, je dirige la mission locale de l'Agenais, de l'Albret et du Confluent, donc dans le Lot-et-Garonne, en région Nouvelle-Aquitaine. Ok. Voilà. Moi, j'aurais des premières questions pour vous. Quelles sont les principales causes pour vous du décrochage scolaire en France ? Alors, il y a différentes causes, hein. C'est multifactoriel en fait. Nous, on s'intéresse beaucoup alors au décrochage scolaire, mais aussi au décrochage universitaire. Ok. Mais c'est un peu la même chose, on va dire. Souvent, c'est donc un problème de confiance en soi déjà, d'estime de soi. Problématique aussi d'orientation. Souvent, les jeunes partent dans une voie, mais parfois c'est subi. Ils choisissent cette voie, mais c'est pas forcément leur sujet de prédilection. Ok. Et puis après, on va retrouver d'autres facteurs comme la question des revenus. Mhm. Ça, c'est beaucoup pour les étudiants post-bac, hein, les questions de budget, de faire face au logement, à la subsistance, hein, au quotidien. Et puis le dernier facteur important, c'est celui de la santé Ok. mentale des jeunes, les problématiques psychologiques, en fait. Ok, d'accord. Très intéressant ça. Et donc du coup, en parlant de tous ces facteurs, je voudrais savoir plutôt quels jeunes viennent dans vos structures. Quel profil de jeunes Dans qui les sont en structures mission, décrochage, qui sont en décrochage, scolaire, bien d'accord. sûr. En fait, on a donc les jeunes de l'obligation de formation, donc les Ok. 16-17 ans, hein, qui sont orientés par l'éducation nationale. Ensuite, on a des jeunes de lycée qui peuvent arrêter en seconde, première, voire terminale. Et puis après, on a tous les jeunes qui ont un bac et qui commencent des années de licence ou de BTS Mhm. et qui se rendent compte que c'est pas forcément fait pour eux, plus tous les autres facteurs dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc qui s'adressent à nous parce que ils sont un peu perdus, quoi. Ok. Moi, je voulais rebondir sur quelque chose. Vous avez parlé notamment du fait que vous accompagnez des jeunes en décrochage scolaire, mais aussi universitaire. Moi, je travaille justement à la mission locale de Vienne. Et en fait, c'est quelque chose que je connais pas forcément. C'est quoi justement la différence en fait entre les deux, l'universitaire et plus scolaire, on va dire lycée Alors c'est vrai que traditionnellement, les missions locales s'intéressent au public infrabac, donc plutôt scolaire. Donc ça, c'est un peu, on va dire, un public qu'on connaît déjà, qui est assez proche du public mission locale. Mais on se rend compte en fait que les étudiants qui ont un bac, donc qui font des études supérieures, ont quand même assez les mêmes problématiques que les autres jeunes. Il n'y a pas vraiment beaucoup de différence. À part le niveau de diplôme, Oui. les problématiques sont un peu les mêmes. Et c'est pour ça que nous, on a voulu mettre en place un projet d'accompagnement de ces étudiants en risque de décrochage, parce que ce sont des jeunes comme les autres, et donc ils ont aussi besoin d'un accompagnement pour les rassurer et pour les maintenir en formation. Donc il n'y a pas vraiment en fait de différence à part celui du diplôme. Ok. Et je voulais savoir justement si vous aviez justement une action innovante sur le décrochage universitaire et si vous pourriez nous la présenter. Bien sûr, bien sûr. En fait, si vous voulez, c'est vrai que les missions locales n'ont pas forcément l'habitude d'accompagner les étudiants. Totalement. Sauf qu'en fait, c'est un leurre, puisque les étudiants sont comme les autres jeunes, comme je vous le disais. Et pendant la période du Covid, on a vu que les étudiants souffraient beaucoup pendant cette période-là d'isolement, de santé mentale. Ok. Et ils venaient à la mission locale spontanément pour avoir des réponses. Et donc, on s'est dit que ça serait bien de monter un projet pour les accompagner sur ce risque de décrochage. Donc on a mis en place un partenariat avec les universités, les lycées qui avaient des BTS, pour qu'ils nous orientent ces jeunes. On leur a dédié une conseillère chargée de leur accompagnement. Et en fait, elle utilise l'offre de service de la mission locale, mais pas pour les amener sur l'insertion professionnelle, sur le SEG, etc., mais plutôt pour les maintenir en formation. Donc on utilise le point santé, le point logement, on utilise la mobilité, on utilise les ressources, pour faire en sorte qu'ils puissent se maintenir en formation. Et ils ont surtout une écoute, ils se sentent bien accueillis, ils se sentent valorisés. Et donc cette confiance en fait, qui s'instaure leur permet de résoudre tous ces freins
qu'ils peuvent connaître pendant le début de leurs études universitaires. Ok. Et on parle notamment de l'accompagnement, donc CEJ, on parle des offres de services. C'est quel type d'accompagnement en fait que vous faites dans votre mission locale pour ces jeunes-là? Pour tous les jeunes ou pour ces jeunes en décrochage? Alors pour ces jeunes, mais aussi pour tous les jeunes finalement. Nous, si vous voulez, on a une offre de services très développée. On est une mission locale un peu atypique. Enfin atypique. On est beaucoup sur le développement de projets. Donc dès qu'on repère des besoins des jeunes, on a une conseillère santé qui est là pour les écouter. On a une conseillère logement qui les aide sur l'accès au logement ou le maintien dans le logement. On a une conseillère mobilité qui les aide sur toutes les problématiques de mobilité sur un territoire rural comme le nôtre. Et on a aussi des dispositifs tels que le groupement de créateurs qui leur permet d'affiner un projet, de passer de l'idée au projet. On a un autre dispositif qui les aide sur l'orientation professionnelle. Donc on a une palette très très large en fait qui leur permet d'avoir des réponses un peu à toutes les questions qui se posent. Oui, carrément. Et nous, notre but, c'est à chaque fois qu'on va repérer des nouveaux besoins, on va essayer de mettre en place des nouveaux projets pour répondre à ces besoins. Vous voyez? Donc le projet étudiant, c'est parce qu'on a repéré qu'il y avait un nouveau besoin sur le territoire d'accompagnement de ces étudiants en risque de décrochage. Et c'est pour ça qu'on a mis en place cette expérimentation. Donc à chaque fois qu'on repère quelque chose de nouveau, on essaye d'apporter de l'innovation, en fait. Ok. Ouais, il y a vraiment Ça, une c'est vraiment observation très proche en fait, justement. C'est ça, tout part du territoire, hein, tout part des jeunes. Hein. Les missions locales n'existeraient pas s'il n'y avait pas des jeunes. Exactement. Donc forcément, il faut partir des besoins des jeunes. Ouais. Et à partir du moment où on a l'impression qu'il y a un volume important de jeunes qui sont concernés par une problématique, eh bien justement, on va essayer d'essayer de réfléchir à des réponses, mais toujours en partenariat, jamais seul. Ok. Moi justement, pour en revenir à la problématique du décrochage scolaire, je voulais savoir si vous aviez un accompagnement dans la mission locale psychologique et social pour ces jeunes. Alors on a un accompagnement psychologique et social pour tous les jeunes. donc si vous voulez, pour les jeunes en décrochage, on va utiliser cette offre de service pour eux. Ok. Mais il existe déjà cet accompagnement en fait. Très bien. On n'a pas eu besoin de le créer. On l'adapte un peu, mais on n'a pas dû le recréer spécifiquement en fait. Et donc du coup, plus précisément, qu'est-ce que vous mettez en place comme accompagnement psychologique? Il y a une psychologue qui vient... Alors en fait les étudiants sont reçus par une conseillère qui est dédiée. Donc elle n'accompagne que les étudiants. Et après, donc elle va les écouter, faire un diagnostic, etc. Et en fonction de la problématique qui est repérée, elle va les orienter vers les collègues de la mission locale qui sont spécialisés sur la santé, sur le logement, sur les ressources, etc. Ok. Et est-ce que par exemple vous avez une fourchette du temps en moyenne des jeunes qui vont rester jusqu'à ce qu'ils se réinsèrent professionnellement ou en formation d'ailleurs? Alors ça c'est une question à laquelle il est difficile de répondre parce que chaque jeune est différent. Ouais. Chaque jeune, un jeune quand il arrive à la mission locale, il a une problématique différente. Il y a des jeunes qui vont venir une ou deux fois, qui vont trouver la réponse et qui vont plus revenir, et tant mieux. Et puis il y a des jeunes effectivement qui vont venir, ils ont énormément de problématiques à traiter et donc ils vont rester peut-être 10 ans en accompagnement de mission locale, de leurs 16 ans à 26 ans. Donc on est vraiment sur quelque chose d'adapté, d'individualisé, de personnalisé. Et c'est ce qui fait notre force, je pense. C'est vraiment des profils variés, quoi. Voilà. Alors après, il y a une statistique qui dit que en moyenne, sur tous les jeunes, un jeune reste en contact à peu près 3 ans et demi avec une mission locale. C'est une moyenne, mais honnêtement, elle ne veut pas dire grand-chose, hein, puisque vous l'avez compris, c'est vraiment la situation de chaque jeune est différente. Et moi, je voulais en revenir aussi à votre innovation pour les étudiants en université. Est-ce que vous avez des résultats concrets, un taux de réussite sur cette innovation? Oui, tout à fait. Ouais. C'est pour ça qu'on a pu présenter l'expérimentation aujourd'hui aux Journées nationales de l'UNML. C'est qu'en fait, en 18 mois, on a accueilli 155 jeunes étudiants post-bac orientés par les établissements. Et sur ces 155 jeunes, on a réussi à maintenir en formation 85% d'entre eux. Ah oui, quand même. Donc ça veut dire que l'accompagnement fonctionne. C'est parce qu'il fonctionne que je suis là aujourd'hui pour le présenter. Vous avez réussi votre mission, on peut le dire. C'est ça. Moi, je voulais revenir sur quelque chose qu'on a dit plus tôt. On parle justement des partenaires. Et en fait, moi, je me posais la question, en fait, c'est quel partenariat que vous avez justement au sein de votre mission locale en rapport avec le décrochage scolaire et ces jeunes que vous accompagnez notamment?
Alors, en fait, on utilise déjà tous les partenaires existants. Mm. Donc, je ne vais pas les citer parce qu'ils seraient trop nombreux. Oui. Mais on va dire que les partenaires nouveaux dans le cadre de l'accompagnement des étudiants, c'est vraiment les universités, donc les licences, les BTS, les écoles d'infirmiers, d'infirmières. Ça, c'est des nouveaux partenariats. On a aussi un nouveau partenariat avec le département et l'Agglo d'Agen parce qu'ils cofinancent ce dispositif. On a eu un nouveau partenariat avec la Fondation SNCF parce qu'elle finance aussi ce dispositif. Ok. Et puis après, on est allé chercher des partenariats un peu nouveaux, comme par exemple les Restos du Cœur, Solidrive, qui sont des associations caritatives qui aident les jeunes sur la subsistance et l'alimentaire. On les avait, mais grâce à ce projet, on les a réactivés en fait. Voilà. Ok. Donc Ça consiste en quoi, ça, ce projet-là? de quoi le Solidrive Oui. C'est des colis alimentaires en fait qu'on peut donner aux jeunes étudiants Ok. pour leur quotidien, quoi. C'est un peu comme super. des Too Good To Go en fait. Je sais pas si tu vois ce que Oui, c'est. si, je vois Ouais. ce que tu veux dire. Ouais. C'est un peu comme ça. Ok, donc ça fait un peu, c'est vraiment des dons en fait pour eux. C'est Ça ça. fait un peu comme les Restos du Cœur, mais C'est ça. version mission C'est locale. ça. Et c'est plus adapté parce qu'en fait les jeunes ont du mal spontanément à aller tout seuls au Resto du Cœur Exactement. parce que c'est un peu stigmatisant, etc. Ouais. Alors qu'avec d'autres associations comme Solidrive, etc., c'est moins stigmatisant pour le coup. Et donc ils ont plus de facilité à y aller, quoi. Ok, je connaissais pas du tout. Et franchement, Alors je trouve ça c'est génial. très local, hein, c'est des c'est associations vraiment- locales qui n'existent pas partout, quoi. Ah ouais, c'est peut-être Ouais. pour ça. Et d'ailleurs, je voulais rappeler qu'on est en direct du Havre. Je t'entends pas. Ouais, je vais parler plus fort. En fait, je dis qu'on est en direct du Havre, notamment pour les rencontres nationales des missions locales. D'ailleurs, n'hésitez pas dans le chat à poser des questions, à vous sub aussi, à vous abonner. Hein, voilà, n'hésitez pas. Et moi, je voulais savoir justement, c'est quoi l'intérêt de venir justement sur ces journées-là pour vous, pour votre mission locale, se mettre en lien justement avec d'autres missions locales. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je suis un fervent partisan du réseau. C'est-à-dire qu'on œuvre dans notre mission locale tout seul, avec nos partenaires locaux. Oui, bien sûr. C'est toujours intéressant de rencontrer d'autres collègues pour partager des projets, des difficultés. Et puis après, il y a aussi des sujets d'actualité. Il y a la loi pour l'emploi, il y a l'observatoire, Oui. il y a plein de bonnes idées à prendre Mhm. pour pouvoir après essayer de les dupliquer sur le territoire. Et puis moi, à titre personnel, j'intervenais aujourd'hui, donc j'étais invité pour intervenir, mais j'ai pris aussi des contacts avec les partenaires du Québec, parce que je suis aussi sur des projets de mobilité internationale Avec la CGE, avec l'OFQJ, l'UFQJ. et l'Office franco-québécois pour la jeunesse. Et j'aimerais bien amener des professionnels au Québec ou des groupes de jeunes Ok. pour qu'ils aient une autre vision en fait, de ce qui se passe à l'extérieur, Mm. ce qui va les aider après dans leur insertion, parce que la mobilité internationale, c'est un boost énorme pour les jeunes. Dès que des jeunes partent à l'extérieur, à l'étranger, Mm. pour des jeunes qui n'ont jamais voyagé, Ah bah, c'est ça leur extraordinaire, met hein. un boost énorme après, ça les dynamise dans Ah leur bah parcours oui, d'insertion. c'est un regard de confiance en soi. Donc j'ai recherché un peu ça aussi au cours de ces journées, Ouais. parce que je savais qu'ils étaient présents. Ok. Et ça, du coup, ces trucs avec le Québec, c'est des séjours. Oui, c'est ça, oui. Alors après, c'est des contacts qu'on prend avec les carrefours jeunesse, qui sont un peu les missions locales au Québec. Et j'ai essayé de mettre en place des contacts, des partenariats. Puis après, il va falloir qu'on construise les projets Oui. pour réussir à emmener des professionnels et des jeunes, quoi. Ok. Non, c'est génial. Donc là, c'est une prise de contact. Après, le plus dur commence, c'est-à-dire ça. qu'après, il faut monter les projets, quoi. Et moi, je voulais juste en revenir aussi au décrochage scolaire. Le sujet principal, c'est pour vous quels sont les principaux défis auxquels les jeunes en décrochage scolaire font face au quotidien. Le principal défi, alors il y en a beaucoup, mais je dirais que le plus important, c'est qu'ils réussissent à choisir la voie qui leur convient le mieux. C'est difficile aujourd'hui pour un jeune, dès le collège ou le lycée, de savoir concrètement. Alors il y en a qui ont des vocations, mais il y a beaucoup de jeunes qui ont des matières préférées, mais ne savent pas forcément dans quel métier se diriger. Donc ils vont commencer des études supérieures et ils vont se rendre compte que ce n'est pas forcément ce qui leur plaît. Donc je pense que le vrai défi, c'est déjà de mieux se connaître, de voir quels sont ses centres d'intérêt, ses passions, ce qu'on aime faire dans la vie, et à partir de là, choisir la bonne orientation professionnelle qui va correspondre à ce que l'on est.
Moi, je pense que c'est ça le principal défi, en fait. Parce que si on répond à ces questions-là, il n'y a pas de raison qu'on décroche. Alors si on peut décrocher, parce qu'on peut avoir des problématiques psychologiques, des problématiques d'isolement, loin de la famille, des parents, des amis, des problématiques de revenus. Mais je pense que la principale problématique, c'est quand même de bien être en adéquation avec son projet de vie et son projet professionnel. Donc vous ne pensez pas qu'il y ait juste des jeunes en fait, qui décrochent de l'école parce que ils n'aiment pas ça, tout simplement? Ah si, bien sûr. Il y a des jeunes qui décrochent parce qu'ils ont des phobies scolaires, parce qu'il y a des problématiques parfois de harcèlement, parce que l'école n'est pas forcément adaptée à eux en termes pédagogiques. Bien sûr, ça existe. Mais moi, je me centrais sur plutôt la question des étudiants qui ont donc eu un parcours scolaire a priori à peu près linéaire. Totalement. Et donc là, la principale problématique, c'est l'orientation, quoi, en fait. Ok, l'orientation. Et est-ce que, moi je me demande ça, mais je pense que ça pourrait rentrer dedans, mais vous avez plutôt différents aspects que le mien. Mais est-ce que la confiance en soi pourrait avoir aussi un rapport avec ce fait d'orientation et de décrochage scolaire derrière? Parce qu'on entend beaucoup de jeunes dire que de plus en plus, ils manquent de confiance en eux. Et est-ce que ça pourrait être un facteur de décrochage scolaire? Oui, ça peut être un facteur. Le manque de confiance en soi, c'est déjà un facteur qui va avoir des conséquences sur la mobilisation, sur le dynamisme, sur la remise en question, etc. Donc ça va être difficile de faire des choix. Donc forcément, ça a un impact après sur les choix, la confiance en soi. Mais la confiance en soi a un impact sur beaucoup de choses. Pas simplement sur la question du décrochage. Non, oui, c'est tout à fait, on est d'accord. Ça peut en rajouter, effectivement. Pardon. Mais je pense qu'à partir du moment où on arrive à les rassurer, à les accompagner, à mieux définir leur orientation professionnelle, à leur montrer qu'ils sont capables d'eux, qu'ils ont des qualités, qu'ils peuvent avancer, ça va travailler sur leur confiance en eux. Et donc, après, ça va débloquer plein de choses. Oui. Mais d'ailleurs, il y a une question que je me pose, que j'ai en tête. Ah, vous avez tout ça en même temps. Il y a une question que je me pose en tête. En fait, ce lien justement avec les universités, les écoles, ça vous permet aussi finalement de pouvoir toucher le public qu'on dit invisible, en fait. Parce que du coup, ça permet justement d'avoir les noms, de savoir qui ils sont, en fait. Là où, par exemple, des missions locales qui n'ont pas forcément trop de lien avec les écoles, ce public-là devient un public invisible, en fait. Donc ça permet aussi quelque part de peut-être régler entre guillemets ce problème qu'il y avait auparavant. Alors c'est vrai que la problématique du public invisible, elle touche tous les jeunes. Pour ce qui est des étudiants, c'est vrai que traditionnellement les missions locales, c'est pas leur public. Elles ne sont pas forcément intéressées par ce public. C'est vrai que dans le cadre de ce projet, on a repéré, quelque part des invisibles. Des jeunes qui sont isolés souvent, qui n'ont pas de réseau. Donc forcément, ils ne connaissent pas forcément la mission locale. Et le fait d'avoir ce projet permet effectivement de les informer sur la mission locale et de les rendre plus visibles. Mais ça rend surtout plus visible l'offre de services qui existe en mission locale, même aussi dans le parcours universitaire. Parce qu'il y a des problèmes d'information, il y a des services qui existent mais qui ne le connaissent pas forcément. Ah bah oui, totalement. Voilà, donc oui, c'est vrai qu'on peut toucher des publics dits invisibles avec ce projet, quoi. Okay. Et moi je voulais savoir, parce que tout à l'heure on a parlé de mobilité internationale, mais on a parlé de ça pour les jeunes en général, on va dire. Est-ce que vous pensez que ça peut être un bon booster pour les jeunes en décrochage scolaire? Bien sûr. Alors moi je vais vous dire, la mobilité internationale c'est bon pour tous les jeunes. Moi je serais partisan, si j'étais au sein du ministère de l'Éducation nationale, au lieu de faire des visites culturelles en Italie, en Espagne, en Angleterre, ou des stages de 3e, etc. Moi je serais d'avis de faire partir tous les collégiens de 3e, 15 jours, dans un pays en voie de développement, type Asie, Afrique, pour qu'ils se rendent compte en fait de ce qui se passe en dehors de leur pays. Et le fait de voyager, les voyages forment la jeunesse, forment l'interculturalité, renforcent la lutte contre les discriminations, renforcent la diversité, la mixité.
Et toutes ces valeurs-là sont essentielles. Et si tous les jeunes collégiens de 3e partaient 15 jours à l'étranger, découvrir un autre pays, faire un chantier humanitaire ou je ne sais quoi. Mais ce serait plus des actions humanitaires du coup, c'est ça que Et je veux ben, en fait, ça serait un gain de temps pour la suite, pour eux, pour leur accès à l'autonomie, pour leur engagement dans la vie citoyenne. Dans quel sens? Ah ben ça leur donnerait confiance en eux. Ok. Et ça permettrait de travailler toutes les valeurs de citoyenneté qui manquent un peu cruellement en France aussi. Oui. Parce que chacun est dans son groupe, sa communauté, ses réseaux virtuels, etc. Alors que tous les jeunes rêvent de collectif. Oui. Ils sont intéressés par le collectif. Et donc le fait d'aller 15 jours à l'étranger, ben, ça leur ouvrirait plein de choses. Oui, bah Vous c'est voyez sûr. Non, mais ça enrichit Et ça serait un énormément. gain énorme pour Ok. l'avenir en fait. Et Ça si jeune construirait que les ça, du citoyens coup, de demain. aussi jeune, vraiment 4e, 3e pour vous? Oui, parce que en fait, vous avez été en 4e, 3e, donc vous avez peut-être fait des voyages, je sais Ah non, pas. c'était moi. Covid. Ah, moi oui, par contre. Voilà, je sais pas, en Italie, en Espagne. Ouais, c'est des pays qui sont proches, quoi. Ouais, mais, voilà, en Europe. c'est- C'était intéressant, c'était sympa. Ouais, c'est vrai que notamment la découverte culturelle d'autres pays, c'est un truc qui est enrichissant en fait, Voilà. mais parce qu'on découvre justement comment vivent d'autres personnes, et je trouve que ça élargit un peu notre Voilà. vision sur les Et choses. Et puis le fait de voyager, de prendre l'avion, le train, etc., ça Ouais. permet de se débrouiller, de gagner en autonomie. Oui. Mais Ouais, si vous vraiment. allez, non pas en Europe, qui sont des pays qui nous ressemblent, mais en Asie ou en Afrique, Ouais. ça change encore beaucoup plus considérablement les choses dans l'accès à l'autonomie. Ouais, en effet. Ah, ça fait vraiment une différence que ce soit en dehors. Énorme, énorme. Puisque c'est pas du tout les mêmes modes de vie. Parce que je sais que j'ai été en Angleterre en voyage scolaire. Et pour le coup, ça a permis. Enfin, on était en gros intégrés, ça veut rien dire, mais dans des maisons en fait de personnes locales. Et je me dis que ça, déjà, il faut savoir parler anglais, c'est quelque chose de compliqué, mais surtout quand on est en 5e. Mais je me dis, je sais pas si j'aurais eu autant de facilité dans un pays encore plus différent. Il y a toujours un encadrement. Quand vous êtes parti en Angleterre, il y avait un encadrement, même si vous étiez dans les familles, il y avait voilà. Quand vous partez en Asie, en Afrique, vous partez pas seul, vous partez avec un groupe de jeunes, avec un encadrement. Et il y a toujours de l'accueil. Enfin, les choses sont quand même un peu cadrées. Ce qui change, c'est effectivement le climat, la façon de vivre, la nourriture, la culture, la religion. Et tout ça, ça apporte beaucoup plus en termes d'ouverture Ouais. que d'aller dans un pays européen. Mais on en parlait justement hier sur. On en parlait Parle hier plus sur. fort. On en parlait. On en parlait hier sur Radioactif notamment. J'avais pu donner l'exemple d'un jeune qui était en fait qui travaille au magasin Lego d'à côté et qui notamment est parti au Congo justement et qui avait été accompagné par la mission locale. Et c'est justement cette action-là en fait qui l'a fait vraiment se développer. De ce qu'il me parlait en fait, c'est vraiment ce truc-là précisément. Alors qu'il nous a dit concrètement que c'était pas quelque chose de facile. Parce que c'est vrai qu'être dans un pays en développement, on voit des choses qu'on voit pas forcément tous les jours. La misère, la pauvreté, l'hygiène, l'environnement. Et du coup, c'est quelque chose qui est quand même assez complexe. Mais au final, il en est ressorti avec quelque chose d'ultra positif qui aujourd'hui l'a vraiment aidé en fait. C'est assez simple à comprendre. C'est quand vous sortez de votre zone de confort, que vous voyez des choses que vous n'avez jamais vues, ça vous fait grandir. Ouais. Parce que l'homme est résilient, l'homme a beaucoup de force en lui, qu'il ne connaît pas forcément. Et donc forcément, ça fait grandir et ça fait un accès à l'autonomie beaucoup plus fort. Ouais. Et moi, je vais vous poser la dernière question pour conclure, parce que la régie est très précise, elle nous dit qu'il reste 3 minutes sur ce live. Quel message vous pourriez faire passer, ou vous voudriez vous faire passer, aux jeunes qui sont en situation de décrochage, qui perdent espoir et qui n'ont plus confiance en fait? Alors le message le plus important, c'est que tous les jeunes ont des qualités. Tous les jeunes ont des potentiels. Malgré les difficultés qu'ils ont pu connaître ou vivre, ils ont des qualités et des potentiels au fond d'eux, qu'ils ne connaissent pas forcément. Ensuite, ils ont des réseaux. Ils ont des personnes qui peuvent les accompagner, qui peuvent révéler ces potentiels, etc. Et donc, il faut jamais perdre espoir. Et puis, c'est pas parce que on passe une scolarité difficile qu'on ne peut pas rebondir après et avoir une belle vie.
avoir un beau projet. Quand on est jeune, on veut que ça aille vite. C'est vrai. On se sent toujours happé par le temps, l'urgence. Mais dans une vie, on peut changer de métier, on peut évoluer, même quand on a 40, 45 ans, 50 ans. Donc c'est jamais fini, il ne faut jamais perdre espoir. Il faut travailler sa confiance en soi, il faut tomber sur les bonnes personnes. Et il faut savoir qu'on a effectivement au fond de soi des qualités, du potentiel et qu'il ne faut pas lâcher, quoi. C'est un beau message. Non, c'est un très très beau message. Du coup, je crois qu'on arrive un peu sur la fin de l'émission. Mais je pense qu'on peut conclure sur ce très beau message de fin quand même. Il me semble d'ailleurs que c'est la dernière émission de ce jour, en fait. C'est vrai. Et la dernière émission depuis les rencontres nationales, en fait. Ça fait quand même 2 jours qu'on est là, donc on a été très contents. On a pu, vous n'étiez pas là, mais on a pu faire de la radio, de la télé. Ouais. C'était vraiment une très grosse action en fait, donc ça a été vraiment cool. Et là, ça va être la dernière. Vous êtes le dernier invité. Le dernier invité. C'est un honneur. C'est un honneur. Le dernier le meilleur pour la fin, quoi. Ça. C'est un honneur et je voulais vous féliciter pour tout ce que vous faites. Merci énormément. La régie aussi, là, je vois. On remercie énormément la régie, la vidéo, etc. Parce que c'est vraiment génial en fait de vous voir, vous impliquer, vous engager pour les jeunes. Il y a un problème d'engagement en France global. Et je trouve que c'est vraiment génial de vous voir et de voir tout ce que vous faites. Donc bravo. On peut faire ça grâce bravo, à la merci énormément. Félicitations à tout ce que vous faites. Et on remercie du coup tous les acteurs qui sont passés sur les émissions. Moi, tous les invités alors que je n'ai pas en tête, mais on remercie tout le monde. On remercie aussi la régie, évidemment, qui est derrière depuis 2 jours. Et puis on se retrouve bientôt sur la bonne idée. Merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.